Alors, on plonge dans notre campagne actuelle, qui est La une nôtre. campagne, oui, fédérale. Et faisons un petit bilan, tiens, parce qu'on est quand même là, écoutez, c'est votre dernière intervention avant le jour de l'élection, lundi prochain, à notre micro, même si on va vous entendre ensuite, là, bien sûr, sur d'autres tribunes de Radio-Canada notamment. Mais donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ces campagnes, notamment du Parti libéral, la campagne du Parti libéral? Bon, on va commencer par dire que la campagne, en gros, est à peu près terminée. On rentre dans un cycle bilan de campagne. Il n'y a pas de grand discours qui va nécessairement percoler à partir de maintenant. La campagne libérale, dans le sondage Palace, les répondants disent celui qui a gagné la campagne, c'est Mark Carney. La meilleure campagne, c'est la campagne libérale. Il y a 6 mois, ni vous ni moi, on pouvait imaginer qu'à la veille de la campagne du vote, on serait en train de dire avantage libéral. Et il y a 2 facteurs qui n'en avaient pas l'air, qui ont contribué à ça. La première, c'est la démission tardive de Justin Trudeau. Il est parti juste à temps, juste au moment où la crise avec la Maison-Blanche commençait et où ce climat qui a fait que la question de l'urne a changé est survenu. Et Mark Carney est arrivé à ce moment-là. Si M. Trudeau avait démissionné au mois de septembre, le scénario aurait été complètement différent. La course au leadership aurait été différente. Et on serait probablement en train de parler différemment de la campagne électorale. C'est intéressant parce qu'on n'a pas arrêté de souligner qu'il était parti trop tard. Oui. Finalement, il est parti au bon moment pour les libéraux. Quand on va écrire les livres d'histoire, on va dire qu'il est parti finalement juste à temps. L'autre, c'est quand Mark Carney est arrivé, on a dit et on a répété 2 choses. Il ne connaît rien en politique, c'est un néophyte politique et il y a des problèmes ou des difficultés en français. Mais on l'a tellement dit que M. Carney a surpassé les attentes sur les 2 tableaux. Il s'est présenté au débat des chefs et tout le monde disait finalement, c'est pas un politicien, alors il va se faire manger tout rond. C'est pas ce qui est arrivé. La barre a été placée suffisamment basse. Pareil pour le français, pour que finalement, les gens disent c'est pas parfait, mais finalement, c'est mieux que ce que je pensais. En campagne électorale, le jeu, c'est pas d'être Superman, c'est de dépasser les attentes des électeurs. Et dans les 2 cas, parce qu'on a présenté Mark Carney comme un néophyte qui parlait plus ou moins bien français, ça l'a avantagé. Et finalement, il y a la feuille de route de Mark Carney dans le contexte actuel, qui est un avantage qui ne s'est pas démenti. On va parler beaucoup de cette campagne-là en disant qu'il y a eu un grand revirement d'opinion en chemin pour le déclenchement. C'est pas ça qui différencie cette campagne-ci de toutes les précédentes. C'était arrivé pour John Turner, c'était arrivé pour Kim Campbell. La grosse différence cette fois-ci, c'est qu'on est à 4 jours du vote et que cette avance ne s'est pas démentie, qu'elle a tenu la route jusqu'à présent. On verra ce qui se passera lundi. Évidemment, si ça se passe comme ça, les conservateurs, eux, n'ont pas eu la campagne qu'ils souhaitaient. Non, le bilan va être plus difficile de ce côté-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lever le matin en campagne électorale à 4 jours du vote et lire à la une des journaux que sa circonscription, son siège est en cause? C'est le cas de M. Poilievre ce matin, dont on dit que sa circonscription de Carleton pourrait être en jeu lundi, alors qu'il l'a gagné haut la main avec des scores assez fabuleux depuis qu'il est en politique active. Il occupe ce siège-là, d'ailleurs, depuis quoi, 2004? Dans ces eaux-là. Dans ces eaux-là. Soyons sérieux, c'est pas la première fois qu'un chef de gouvernement, qu'un chef de parti qui pourrait devenir premier ministre est en difficulté à la veille du vote. C'est arrivé à Jean Chrétien en 1993. La presse avait même titré « Jean Chrétien va perdre Saint-Maurice », ce qui n'est pas arrivé. Dans ce temps-là, on envoie beaucoup de gens sur le terrain pour sauver le siège. Mais dans le cas de M. Poilievre, la complexité, c'est que Ottawa, c'est une ville de fonctionnaires. Et le cadre financier, par exemple, cette semaine, n'a pas aidé M. Poilievre dans Carleton si la bataille est serrée. Pas plus qu'une entrevue d'un conservateur de premier plan qui s'appelle Ian Brody, qui a été chef de cabinet de Stephen Harper, qui a donné une entrevue il y a 2 semaines pour dire « Nous, on pourrait faire comme Elon Musk aux États-Unis et ce serait encore plus facile dans le contexte canadien de se débarrasser d'une foule de fonctionnaires, ce qu'on devrait faire en arrivant. » Vous comprendrez que dans Carleton, les libéraux ont fait circuler l'entrevue en long et en large. Toujours est-il que la campagne de Pierre Poilievre, on ne peut pas le blâmer pour le changement de la question de l'urne ou pour le fait qu'il n'y a pas la feuille de route économique de Mark Carney. Mais on peut le blâmer d'avoir préparé la campagne sans avoir préparé une équipe à présenter aux Canadiens pour essayer de combler ces lacunes-là. Et ça ne l'a pas servi du début à la fin de la campagne. On n'a vu que lui. Où est-ce que ça va placer le Parti conservateur? Écoutez, les couteaux sont déjà sortis.
on verra lundi, mais si M. Poilievre perd, je pense que c'était évident même au début de la campagne, ça va être très difficile pour lui de s'accrocher à son poste parce qu'on lui parle. Malgré les 2 bonnes années qu'il a données au Parti conservateur. Mais à cause de ces 2 bonnes années, on lui pardonnera pas d'avoir échappé une avance de 25 points, de 20 points pour finir, surtout si le résultat, et j'en sais rien pour l'instant, était majoritaire libéral lundi. Ouais. OK. Bloc québécois. Le Bloc québécois va perdre des sièges lundi. Je pense que M. Blanchet lui-même en convient. La question, c'est combien. Mais les dégâts vont être plus limités que ce qu'on a appréhendé au sein du Bloc en début de campagne. C'est-à-dire que la grande crainte et le grand traumatisme, c'était est-ce qu'on est devant une vague rouge qui va faire au Bloc ce que la vague orange a fait au Bloc québécois? Là, on a dévasté à l'époque le Bloc québécois. Le chef avait perdu son siège du CEP. Le statut officiel du parti à la Chambre des communes avait pris le bord. Il ne semble pas qu'on soit dans ce scénario-là. Le Bloc, oui, va perdre des plumes, peut-être pas mal de plumes, mais ce serait vraiment étonnant que lundi, le Bloc québécois ne soit pas un parti reconnu officiellement, c'est-à-dire avec au moins 12 députés. Et je pense que à l'issue de cette campagne-là, si on a de 20 à 25 sièges, on va dire qu'on a fait au mieux. La campagne du Bloc n'est pas vraiment en cause. C'est le contexte qui n'a pas servi le Bloc. Et parmi les partis, je vous ai dit, Pierre Poilievre peut se mordre les doigts de ne pas avoir composé une équipe économique. Je vais vous parler du NPD. Mais les résultats du Bloc tiennent davantage au contexte qu'à la qualité de sa campagne. C'est pas le parti n'a pas à faire un grand examen de conscience pour dire qu'est-ce qu'on a fait, comment on s'est mal préparé. C'est pas ce qui est en train d'arriver à ce parti-là. C'est juste que la question de l'urne est tellement importante. Vous avez vu Donald Trump qui revient à la charge hier, dernière semaine de campagne, et tout à coup, il réapparaît dans le portrait. Dans ce contexte-là, les électeurs se disent, cette fois-ci, je m'en vais ailleurs, pas parce que le Bloc a démérité, parce que la priorité est dans un endroit où Yves-François Blanchet ne peut pas s'installer. Exactement. Là où aurait pu peut-être s'installer Jack Meeting, chef du nouveau Parti démocratique. Bon, que dire là, pour conclure ce survol des campagnes? Jack Meeting souffre et a souffert du même contexte que Yves-François Blanchet, mais il souffre aussi des carences de son propre leadership. Les espèces le chaud et le froid qui a soufflé sur « je fais tomber les libéraux, je fais pas tomber les libéraux, j'ai une alliance avec eux, mais c'est les pires personnes au monde, ils sont pas différents ». Tout ça, là, ça a donné, on parlait de girouette, ça a donné une impression de girouette au NPD et à la fin, les gens ne se retrouvent plus dans son message. Le NPD, très menacé, pourrait perdre son statut de parti officiel et j'en étais convaincu au déclenchement et je le suis encore, sans égard aux résultats de lundi qui ne vont pas être agréables pour le NPD. Je suis convaincu que c'était la dernière campagne de M. Singh, ou bien parce qu'il va démissionner, ou bien parce qu'il ne va pas gagner son siège et qu'il va démissionner. Mais c'est celui dont je m'attends le moins à le revoir longtemps dans le prochain Parlement. Chantal, merci beaucoup. On se retrouve donc lundi, jour de l'élection. Encore une fois, joyeux anniversaire ou double anniversaire, puisqu'aujourd'hui, c'est votre anniversaire à vous et demain, c'est 50 ans de carrière que vous allez souligner à Radio-Canada. On a déjà des messages d'auditeurs félicités qui nous écrivent. Joyeux anniversaire, Chantal. Vous êtes plus qu'une analyste, une journaliste. Vous êtes une visionnaire. Tout ce que vous dites arrive presque toujours à l'instar de cette fameuse question de l'urne que vous aviez tant martelée en 2024. Qu'elle déterminera le sort de l'élection. Un autre ici de François, toujours heureux de l'entendre. J'admire son intelligence et ses analyses. Dites-lui que les auditeurs l'adorent. Il vous souhaite une bonne journée. Bon, alors l'année prochaine, je vais aider pour la météo. Vu que je me trompe jamais. C'est une blague. À lundi, Chantal. Merci beaucoup. Au revoir.